Bien, nous nous retrouvons après cette courte pause, nous nous retrouvons pour poursuivre le travail de réflexion entamé ce matin, ce travail où nous osons nous poser la question du sens, du non-sens en soins palliatifs. La question là qui va nous être posée, qui est assez redoutable, vous l'avez lu dans le programme, c'est la question de l'inhumain. Est-ce que quand on est soignant, quand on accompagne des personnes, on peut s'entendre dire que cette démarche d'accompagnement, cette démarche palliative est, du point de vue des proches, des familles ou de la personne elle-même, que cette démarche est inhumaine. Redoutable question, redoutable terme voilà, que vous recevez. Alors pour cette seconde partie de la matinée, nous allons entendre tout d'abord deux soignantes, Andrea, infirmière à la maison médicale Jeanne Garnier, et Isabelle Lecomte, aide-soignante à la maison médicale Jeanne Garnier, elle aussi. Toutes deux vont prendre la parole en alternance, ensemble, et puis ensuite nous donnerons la parole à Isabelle Gernet, maître de conférence en psychologie clinique et en psychopathologie à Paris, qui viendra, comme tout à l'heure Agatha l'a fait, qui viendra peut-être mettre voilà, des mots et il y aura des résonances entre les prises de parole. Je vous donne la parole pour 30 minutes. Merci. Andrea et moi, nous travaillons dans le même service et nous travaillons donc régulièrement ensemble en binôme pour la prise en charge des patients. Donc, en unité de soins palliatifs et dans notre travail au quotidien, le patient, sa famille, ses proches ont une place centrale. Prendre en compte l'ensemble des dimensions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles est essentiel. Le patient est considéré comme une personne singulière, unique, et nous tentons de répondre à ses besoins de façon spécifique. Nous essayons d'avoir une prise en charge personnalisée en faisant intervenir la pluridisciplinarité. Cette prise en charge de la globalité de l'individu se retrouve dans la notion de care. Le care renvoie à une réalité banale, le fait que des gens s'occupent d'autres gens, sans souci, et veillent ainsi au fonctionnement ordinaire du monde. John Fronto et Berenice Fischer donnent une définition globale du care comme une attention à l'autre, un prendre soin, une sollicitude ou un souci de l'autre. Le care est donc à la fois une pratique et une disposition à l'autre. Elles décrivent plus précisément le care comme un processus constitué de 4 phases, et ces phases sont utiles pour analyser des situations. Il s'agit d'une phase, donc, se soucier d'eux, qui est constater l'existence d'un besoin et évaluer la possibilité d'y apporter une réponse. Prendre en charge, c'est penser que l'on peut agir et mettre en place cette action. Prodiguer des soins, c'est plus la part d'un travail effectif, matériel et souvent avec une rencontre entre le soignant et le patient. Et la réception du soin. Inclure la réception du soin, c'est la seule manière de savoir si la réponse apportée aux besoins a été juste. Exemple, quand le patient dit qu'il se sent mieux après une toilette. Donc, lorsque nous travaillons en soins palliatifs, en général, nous aimons bien parler de notre travail, de nos expériences, des rencontres que l'on fait, des situations vécues. Nous aimons bien les belles histoires. Mais nous sommes souvent confrontés à des situations complexes. Et aujourd'hui, on nous a demandé de parler de notre travail, mais plutôt d'une facette un peu plus sombre, plus difficile, que nous n'avons pas forcément envie d'évoquer, de nous remémorer un vécu. On nous a demandé de nous remémorer un vécu qui peut parfois nous mettre à mal, nous questionner, nous heurter. Lors de la prise en charge d'un patient, alors que rien n'a changé dans notre façon de travailler, que nous avons pris soin de lui le mieux possible, selon nos repères, nos valeurs, cette phrase nous tombe dessus, c'est inhumain ce que vous faites. Comment recevons-nous une telle phrase ? C'est donc à travers quelques situations vécues que nous allons vous proposer notre réflexion sur ce thème. Certains cas concrets ne se situent pas spécifiquement au moment de l'agonie, mais comme ils illustrent parfaitement un moment où le prendre soin devient négatif, ils nous permettent d'élargir ainsi notre champ de réflexion. Donc nous allons débuter notre exposé par le cas d'une patiente qui nous dit « Vous êtes des monstres ».
Donc nous allons dans la chambre de cette patiente. C'est une patiente, Madame A, qui est âgée de 94 ans et qui souffre d'un cancer multimétastatique. Elle est entrée en fait dans notre service pour un équilibrage des traitements antalgiques et parce que son domicile il est infesté de punaises. Et elle a toujours dit en fait à sa famille qu'elle ne souhaitait jamais être hospitalisée ni mourir à l'hôpital. C'est une patiente qui est divorcée, qui a une fratrie qui lui rend visite régulièrement. Et à son domicile, il y avait un infirmier libéral et un réseau qui la prenait en charge. Donc avant d'initier les soins, nous réalisons un bolus de morphine à visée antalgique. Mais très rapidement, la patiente nous dit « laissez-moi tranquille, laissez-moi dormir ». On constate qu'elle est souillée, donc nous essayons de négocier, de faire un change et de la laisser dormir par la suite. Lorsque nous réalisons les soins, la patiente, elle s'agite, elle s'agrippe, elle grimace et elle s'écrie à plusieurs reprises « Vous êtes des monstres ». Un bolus de PCA est renouvelé, on fait une pause dans les soins, on lui donne des explications et nous faisons intervenir un troisième soignant pour finir de la latéraliser et de terminer les soins. En sortant de cette chambre, on se réunit en fait tous ensemble, on en discute et on avise le médecin du déroulement du soin. On voulait préciser que cette patiente, elle était atteinte d'un syndrome confusionnel multifactoriel et que chez elle, c'était difficile d'évaluer quelle était la composante de douleur, celle de l'anxiété, celle de l'appréhension des soins et celle du refus de soins. Cette patiente, elle décédera 8 jours après son entrée dans notre service. Sa phrase « Vous êtes des monstres » provoque différents ressentis. Nous nous sentons démunis devant ces mots, en colère après nous-mêmes d'avoir fait les soins de cette façon. Un sentiment de malaise nous atteint parce que nous sommes tout à fait conscients d'avoir eu un rapport de force avec cette patiente, d'avoir usé d'une forme de violence. À cela s'ajoute aussi la difficulté pour nous de prendre en charge une personne qui ne voulait surtout pas être à l'hôpital et qui n'a aucune envie qu'on s'occupe d'elle. Nous ne pouvons que constater que notre volonté de bien faire notre travail se heurte à une résistance de la patiente. Dans cette situation, nous utilisons, pour donner du sens aux soins, des arguments logiques et rationnels qui sont liés à notre formation. Maintenir l'hygiène, maintenir un bon état cutané. Mais notre démarche de penser le soin ne signifie rien pour cette dame. Il nous est apparu pertinent de respecter des injonctions professionnelles parce que nous voulions bien faire notre travail, alors que la patiente nous dit clairement que nous le faisons mal. Aucune reconnaissance ne peut émaner de sa part, car il y a inadéquation entre ce qu'elle souhaitait et les soins prodigués. Notre soin fait non-sens pour elle. Nous continuons en fait avec un deuxième cas. Nous considérons que c'est le patient qui nous met un peu en échec avec une expérience de non-sens des soins. Donc, M. Z est âgé de 77 ans. Il a un cancer de la prostate et des métastases vertébrales. Il est arrivé à la maison médicale début juillet dans un autre service que le nôtre. Et il a été transféré dans notre service mi-septembre pour un répit d'équipe. Dès son entrée, il dit qu'il fait confiance à la naturopathie et que tous les autres traitements sont toxiques. L'équipe de l'autre service de la maison a noté dès le début dans les transmissions que le patient grimace lors des mobilisations, mais qu'il dit qu'il n'a aucune douleur. Il demande des massages aux huiles essentielles. C'est un patient très demandeur, mais aussi très remerciant. Il nie les douleurs que tout le monde constate. Son état se dégrade un petit peu, mais comme l'équipe se sent en difficulté devant ce patient, il arrive dans notre unité après 10 semaines de séjour dans la maison médicale. Dans notre service, nous faisons exactement le même constat. À chaque soin, le patient grimace, gémit, dit « attention, doucement », il se crispe, il crie. Parfois, il dit spontanément « j'ai mal », mais il le nie quelques instants après. Les soins nécessitent beaucoup de temps. Monsieur Z refuse toute thérapeutique médicamenteuse. Il se soigne grâce aux plantes et avec les huiles essentielles, comme le faisaient ses ancêtres avant lui, dit-il. Un des médecins de l'établissement formé à l'aromathérapie nous préconise un avancement avec des huiles essentielles, mais cela n'est pas efficace à chaque fois. Et faire les soins en respectant son souhait de ne pas prendre de médicaments signifie voir le patient grimacer souvent, gémir parfois, et c'est un soin qui nécessite beaucoup de temps. En ce qui me concerne, le patient il souffrait parce qu'il refusait les antalgiques et je le laissais faire, j'essayais de le faire participer le plus possible, de faire les soins le plus doucement possible pour limiter ses douleurs.
il souffre d'une certaine façon par choix. Et à l'inverse, ça va faire non-sens pour moi de réaliser des soins en ne respectant pas ses choix de ne pas prendre de traitement médicamenteux, ni de respecter finalement ses croyances et sa volonté. Alors pour moi, certains jours, très patiente, je le laisse se mobiliser seul, très lentement, sans aucune difficulté. D'autres jours, ma patience est plus limitée et je trouve insupportable de le voir grimacer autant, de nous demander de mettre notre main sur l'épaule, puis au milieu du dos, de dire « faire ci, faites ça ». Et je ne peux m'empêcher de lui dire que la toilette pourrait être moins douloureuse pour lui s'il acceptait les antalgiques. Aujourd'hui, avec ce travail de réflexion, je comprends que la toilette aurait été aussi moins douloureuse pour moi et que mes mots ont pu être agressifs pour ce patient. Prendre soin de ce monsieur a mis à mal certains soignants et a créé des tensions dans l'équipe. Parce qu'en effet, respecter le patient, pas de traitement antalgique, implique de le voir souffrir et cette souffrance peut faire souffrir le soignant. D'autres soignants lui ont également dit que c'était difficile pour eux de faire sa toilette, de le voir souffrir ainsi, car avec le temps, ses douleurs augmentent et le patient gémit de plus en plus. Fin octobre, début novembre, M. Z prend une position vicieuse dans le lit à cause de ses douleurs et on pourrait dire qu'on le voit tordu de douleur dans son lit. Il lui arrive de dire au médecin « c'est difficile d'avoir mal, mais les médicaments, c'est mauvais pour la santé ». Lors d'un entretien avec la psychologue du service, il évoque ce temps douloureux qui manque de sens pour lui et il dit qu'il comprendra les choses quand il sera là-haut. La majorité des soignants de l'équipe se sentant en difficulté dans cette prise en charge, le patient est transféré mi-novembre dans une autre USP pour 3 semaines pour un répit d'équipe. Et on décide que s'il revient, il reviendra dans une autre unité parce qu'on se sent tous en difficulté. Mais en fait, il décédera dans cette autre unité de soins palliatifs à la fin du mois de novembre. Le refus de tout médicament antalgique peut donc faire naître un sentiment de non-sens pour le soignant. Je me suis sentie en difficulté d'exercer mon métier car j'ai l'impression de mal faire mon travail et que ça peut m'être insupportable de le voir souffrir alors qu'on a des traitements, qu'on a des solutions qui pourraient l'aider. Ici, le soignant il va être confronté à un dilemme, respecter les choix du patient, ses croyances, sa volonté, le respecter lui, et en même temps surpasser sa propre difficulté à réaliser des soins sources de douleur et d'inconfort. À l'inverse de la situation précédente, où le soignant il veut bien faire son travail, mais que la patiente lui fait ressentir le contraire, ici, certains soignants avec M. Z ont le sentiment d'avoir mal fait leur travail, car le voir souffrir vient heurter certaines de leurs valeurs, mais des valeurs qui sont aussi prônées par les soins palliatifs, comme tenter de soulager le mieux possible les douleurs d'un patient, ou de ne pas faire des soins quand le patient est douloureux. Lorsqu'on a repris ce dossier pour faire notre intervention d'aujourd'hui, nous lisons le verbatim de M. Z et on s'est rendu compte qu'aux médecins et qu'aux psychologues, il verbalisait plus aisément le fait d'avoir mal, ce qui va le nier plus facilement avec les autres soignants. Et on comprend également que ce patient, pour respecter ses convictions, qui sont de ne pas prendre de médicaments qui sont mauvais pour sa santé, va faire l'expérience du non-sens de la souffrance. Ce temps douloureux qui manque de sens pour lui et qu'il espère comprendre une fois qu'il sera mort. À l'époque, nous n'avions pas forcément creusé ou exploité la piste de la spiritualité. On était peut-être trop repliés sur la difficulté d'une prise en charge compliquée et on aurait pu avoir un autre regard. Mais en tout cas, cette prise en charge complexe a fait non-sens pour une partie de l'équipe soignante. Ce que nous voulions souligner, c'est que nous avons conscience que le patient a un itinéraire propre et qu'on veut qu'il soit véritablement acteur de son parcours de soins. On cherche avant tout à réaliser une alliance avec lui, qu'il consente, qu'il adhère à ce qui est proposé par l'ensemble des membres de l'équipe et qu'on crée une relation de confiance. Dans les 2 situations que nous venons d'énoncer, on se rend compte que cela n'est pas toujours aussi aisé qu'on le voudrait. Ces 2 cas vont souligner et mettre en exergue l'importance de l'équipe. On travaille dans la pluridisciplinarité et ça intervient incontestablement dans notre questionnement sur le sens et le non-sens au quotidien. Il apparaît que les discussions, les réflexions en équipe, ça peut être un solide appui. Ça va avoir pour objectif d'éclairer des décisions, de faire des mises à distance, de confronter des points de vue multiples et donc de diminuer la subjectivité.
d'évaluer les conséquences, de chercher des consensus, d'avoir plus de discernement, de confirmer le bien fondé de certains de nos choix avec responsabilité, avec pour but ultime la prise de décisions les plus justes et raisonnables possibles. On a tendance souvent à se référer au bien et au mal dans nos actions de soins. On pense que c'est assez normal car ça relève de notre humanité, mais on se demande si finalement il n'est pas possible de se détacher de cette dichotomie et de se baser sur un autre repère, celui de l'intention. Finalement, quelle était notre intention derrière les soins que nous avons prodigués? Pour cela, nous avons souhaité nous référer à Walter Esbin, qui, quand il explique le concept de prendre soin, souligne la nécessité de décoder ce qui est important pour l'autre dans la situation qui est la sienne. Ainsi, nous allons donner à cet autre la perception de bien le traiter. Si nous ne parvenons pas à ce décodage, nous allons être à côté de ce qui est important pour lui et risquer alors de lui imposer ce qui est important pour nous, même si nous n'avions aucune mauvaise intention. Nos intentions de prodiguer des soins envers donc Madame A et Monsieur Z sont parfois parfaitement louables, mais ça ne correspond pas forcément à leurs attentes à ce moment-là, et donc ça peut créer des situations de non-sens comme nous venons de l'exposer. Un troisième cas nous fait faire face à un entourage qui nous dit « vous êtes cruel ». Donc, Monsieur A est un patient de 80 ans atteint d'un glioblastome. C'est un ancien chirurgien. Il a une compagne, un frère. Bon, les relations entre la compagne et le frère sont plutôt difficiles. Lors de son arrivée, ce patient est semi-autonome et vit très mal ce début de perte d'autonomie. Il exprime son désir de mourir lors de son entretien avec le médecin. Les premiers jours, pendant les soins, l'aide à la douche, l'installation dans le lit, le patient est très remerciant. Sa compagne, par contre, se plaint de la prise en charge, qu'elle estime incomplète. Pour elle, nous ne faisons pas suffisamment attention à son conjoint. Elle envoie un courrier de réclamation et elle sera reçue par la directrice 3 jours après l'arrivée du patient. C'est les seuls éléments que j'ai, on n'a pas d'éléments des conversations. En une semaine, sa perte d'autonomie, la perte d'autonomie du patient s'est accentuée et les troubles cognitifs se sont majorés. Il ne sait plus comment faire pour utiliser la sonnette, son téléphone, il a besoin d'aide pour les repas et il se sent perdu. Cette perte d'autonomie et le syndrome confusionnel sont insupportables pour sa compagne. Elle estime que son conjoint devrait être endormi pour ne pas avoir conscience de son état. Elle nous demande d'interdire les visites pour que ses amis, ses anciens collègues ne le voient pas ainsi. Elle ne comprend pas que l'on refuse et elle affiche sur la porte une feuille où elle dit aux visiteurs de respecter son mari, de ne pas rester trop longtemps. Nous avons souvent le sentiment que quoi que nous fassions, cela ne lui conviendra pas et ne sera pas assez bien pour son mari, pour qui elle a beaucoup d'admiration. Au bout de 3 semaines de séjour, le patient est grabataire et les moments d'éveil sont devenus très rares. Le traitement antalgique est adapté tous les jours. Il y a parfois des signes d'inconfort lors des mobilisations, mais dès qu'on ne le touche plus, il a un visage paisible, des traits détendus et il nous paraît confortable. Lors d'un entretien avec Andrea, sa compagne demande la sédation profonde et continue. « Ce n'est plus de la vie, dit-elle, c'est un légume. C'est inhumain de laisser les gens souffrir ainsi, vous êtes cruel. » S'il se réveillait, ce serait insupportable pour lui. Moi, initialement, j'ai ressenti de l'incompréhension parce que sa conjointe, elle ne voyait pas forcément, elle ne réalisait pas et ne comprenait pas le sens des soins prodigués à son époux. J'ai reçu cela avec violence. Je me suis sentie même blessée par ses propos. Ça venait à la fois toucher la professionnelle que je suis, mais également de façon plus personnelle, ce qui est important, ce qui a de la valeur à mes yeux et ce qui fait sens dans mon travail, comme le respect, la bienveillance et la dignité. Lors des entretiens avec le médecin, la compagne dit qu'elle comprend l'état de son conjoint, qu'elle a conscience que la dégradation peut durer et elle se demande si lui parler, le toucher peuvent être bénéfiques pour lui. Elle remercie pour les soins en cours dans le bureau du médecin, mais devant nous, infirmières et aides-soignantes qui effectuons la toilette, elle ne comprend pas qu'on prenne ainsi soin de son mari comme si tout était normal. Pour elle, cet homme grabataire, plus ou moins conscient, n'est plus son mari. Elle souffre de l'absence de communication et du sentiment d'être inutile. Les derniers jours, elle passe quotidiennement, mais peu de temps, parce que c'est trop difficile pour elle. Cependant, elle ne nous adresse plus de reproches et nous semble plus apaisée.
Le patient est décédé une semaine plus tard. C'est un décès que l'équipe appréhendait un peu à cause de la réaction de sa femme. En fait, tout s'est bien passé et un peu en guise de reconnaissance, on a même reçu du champagne quelques jours après. Dans cette situation, on a pris assez facilement soin du patient, mais c'était plutôt nous confronter à sa compagne qui était souvent difficile, alors que pour nous, il allait être évident, normal de faire des soins de confort, des massages, des rafraîchissements, une réinstallation, de parler au patient comme s'il nous entendait. Notre attitude va être incompréhensible pour elle. Nous considérons Monsieur A comme une personne en fin de vie, mais une personne, un être encore en vie. Sa femme, elle le voit maintenant comme une personne grabataire, où les moments d'éveil sont rares, où elle ne peut plus lui parler. Et ce temps d'attente de la mort est un non-sens pour elle. Très souvent, quand il n'y a plus de communication orale, l'entourage du patient nous dit qu'il ne faudrait pas que ça dure. Ce temps d'avant l'agonie, ainsi que l'agonie, sont souvent perçus par les proches comme un moment qui ne sert à rien. Nous pouvons évoquer ce temps comme celui dont le patient a besoin pour laisser faire les choses, pour mourir, mais surtout, nous ne savons pas précisément ce qui se passe dans ces moments-là. Dans cet état intermédiaire qui est perçu comme un état de non-vie, compte tenu de conditions et de la qualité de vie. Ici, donc, grabataire et ne communiquant plus. Nous allons maintenant vous évoquer le cas d'un soignant qui se pose en fait la question de sens et si ces soins font encore sens. Donc, nous avons dans le service Madame P qui a 92 ans, qui a une démence avancée, qui est dénutrie, grabataire et qui présente de nombreux escarres. Elle décède une semaine après dans le service. Elle a une fois la visite de sa personne de confiance qui demande à être prévenue de son état mais qui ne reviendra pas. Les premiers jours, malgré une adaptation continue des traitements antalgiques, la patiente elle est douloureuse pendant les soins. Après 4 jours passés au sein de notre unité, elle se précarise, ne se réveille plus, il n'y a plus de communication visuelle, verbale. Elle a les traits détendus et semble paisible, mais son corps s'abîme chaque jour un peu plus. Malgré donc le matelas, les préventions d'escarres, les changements de position, elle est couverte d'escarres et nous ne savons plus trop comment la toucher. 2 jours avant sa mort, lors d'une toilette, nous décidons de faire un shampoing car elle arrivait avec les cheveux sales. Mais vu les douleurs permanentes des premiers jours, notre priorité, elle était ailleurs. Ce soin, laver les cheveux, est visible et souvent apprécié par le patient et l'entourage. Cette fois, ni Madame P ni son entourage ne nous en parleront. Mais pour certains soignants, ce n'est pas pertinent à ce stade. Pour nous, ça nous paraît être une évidence, peut-être pour lui faire garder une apparence humaine, que son corps couvert d'escarres lui retire peu à peu. Lors de la réflexion des pansements et devant l'ampleur des dégâts cutanés, nous échangeons un regard et on se demande c'est quoi le sens de tout ça. Ce temps qui passe, faire ces pansements, tous ces soins sur un corps aussi abîmé. En tant que soignant, ce genre de situation vient nous interroger sur le sens de l'agonie, le sens de maintenir une personne dans cet état. Plus largement, nous nous interrogeons sur le bien fondé de ce que nous faisons, sur le sens de la vie et de la fin de vie. Notre questionnement sur le sens-non-sens des soins nous confronte également à l'incertitude. C'est pourquoi face à de telles prises en charge, de telles prises en charge, ça nous permettent au quotidien d'aller au-delà des aspects techniques. En équipe, nous avons régulièrement une réflexion au cœur de notre pratique, une réflexion éthique pour savoir qu'est-ce qu'on fait, nos limites, ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce que l'on souhaite défendre. Et nous essayons aussi de déployer dans notre quotidien une manière d'être et de faire la plus adéquate. Les 2 cas que nous venons d'évoquer sont en lien avec l'agonie. L'agonie, elle est définie par le dictionnaire comme la dernière lutte d'un être vivant contre la mort. Et dans un article, l'agonie ne sert à rien, Isabelle Marin parle d'un moment spécifique qui peut survenir de façon imprévisible ou devenir un processus qui dure. Dans ce processus qui dure, c'est un moment où la mort se fait plus visible, tangible. Parfois, l'agonie est niée, d'autres fois, l'entourage témoigne d'une forme d'impatience et parfois, la personne malade est déjà considérée comme morte, est considérée comme déjà morte. Pour certains, l'agonie, c'est insupportable, c'est terrifiant. En effet, il y a inéluctablement la mort au bout. Et puis, la réalité de la mort dans un lit d'hôpital, c'est généralement caché, donc ça n'existe pas pour la plupart des gens.
La mort réelle, ce n'est pas celle des films dans lesquels le patient est dans son lit, regarde sa famille, dit « je vous aime », ferme les yeux et puis meurt. Ici, voilà, il y a peut-être une forme de projection, d'idéalisation de la belle mort, de l'incompréhension. C'est pourquoi de l'incompréhension et du non-sens peuvent apparaître quand il y a un décalage entre les attentes et la réalité des soins palliatifs. Pour terminer, nous souhaitions dire que travailler en soins palliatifs, ça résulte le plus souvent d'un choix et ça permet à bon nombre d'entre nous de donner ou de redonner du sens à notre métier, ainsi que d'avoir la possibilité de travailler avec satisfaction, de bien faire notre travail. Les conditions de travail, l'organisation des services, le travail en équipe pluridisciplinaire, le temps et l'importance accordée à la parole des uns et des autres, par exemple lors des temps de transmission, les temps des groupes de parole, le temps de formation, ça va permettre cet accomplissement. Travailler en soins palliatifs, c'est aussi se confronter quotidiennement à la souffrance, à la fin de vie et à la mort. Cette expérience, elle peut faire naître un questionnement sur le sens de la mort, sur le sens de la vie, et ça peut également apporter des réponses à certaines de ces questions. Mais on considère que ces réponses, elles peuvent être individuelles et personnelles, donc on ne va pas les développer ici. La question du pourquoi, du à quoi ça sert, de la quête de sens, c'est fréquent, c'est légitime et c'est juste. Ces questions, elles vont être présentes pour le patient, pour l'entourage, pour le soignant. Et il est impossible d'apporter en fait une réponse qui va être complète, universelle et précise. Chacun va avoir une réponse qui va être singulière. On pense qu'il faut s'éloigner de la volonté de donner une réponse, de sortir du champ de l'utilitarisme, et que c'est notre prise en charge du patient et de son entourage en appliquant les principes du CARE qui proposera un accompagnant qui sera accepté ou non. Tous nos gestes, toutes nos paroles, toute notre écoute, nos silences, nos réactions, notre souci d'être dans la compréhension et la prise en compte de la réalité de vie de l'autre permettent d'adopter une attitude au plus juste. C'est ainsi que tout ce qui a du sens, tout ce qui fait sens, transparaît au travers de notre présence à l'autre. Ça va être le reflet à la fois de nos valeurs professionnelles partagées par les membres de l'équipe auxquelles s'ajoutent les valeurs personnelles. Pour conclure, nous sommes souvent témoins de moments d'existence de grande intensité et nous essayons que notre présence et notre accompagnement, le simple fait d'être là, de continuer à prendre soin, fasse sens même si ça n'explique rien. Certaines situations vont provoquer du non-sens comme nous en avons présenté ici, mais le message important que nous souhaitions faire passer, c'est que nous, soignants, ce n'est pas le non-sens qui domine, mais c'est qu'à chaque instant, nous essayons d'être créateurs de sens. Grand merci pour ce travail que vous avez effectué de reprise, de relecture, d'analyse, en osant, à l'invitation de cette journée d'études, en osant vous affronter à la question de la violence. S'il est une question difficile dans le soin, c'est bien celle de la violence. Hein. Donc je pense que là, vraiment, vous avez ouvert ce questionnement. Nous allons maintenant écouter Isabelle Gernet, voilà, qui va prendre la parole pour une trentaine de minutes aussi. Et puis ensuite, il y aura, comme tout à l'heure, un temps d'échange et de questions et de débats. Merci Isabelle. Ok, merci. Alors, écoutez, du coup, voilà, moi, mon rôle de discutante, j'ai essayé de le construire à partir de ma place de psychologue clinicienne du travail. Donc du coup, ça va m'amener à revenir sur un certain nombre de points qui étaient déjà évoqués dans la première partie de la matinée, notamment autour des enjeux de reconnaissance. Et du point de vue de la présentation de ma discussion, comme il y a quand même beaucoup de choses dans la présentation qui a été proposée par Isabelle et Andrea, voilà, j'ai opéré une espèce de choix qui est un peu arbitraire, donc j'ai dégagé comme ça 5 axes de discussion avec l'idée de à la fois attraper un certain nombre d'éléments qui ont à voir avec l'expérience clinique, de voir comment
c'est possible de les discuter sur le plan conceptuel et en même temps montrer surtout toutes les questions effectivement que ça pose, donc relancer, on pourrait dire, ou relayer un certain nombre de questions. Le premier point sur lequel je voulais démarrer, c'est que, comme voilà, ça a été présenté dans le cadre de l'exposé d'Isabelle et Andrea, je voulais rappeler qu'il n'existe pas d'homogénéité ou de cohérence entre les 4 phases ou les 4 dimensions du care qui sont relevées par Tronto et Fischer. Donc je les rappelle, se soucier d'eux, prendre en charge, prodiguer des soins, réceptionner le soin. On peut même dire que ces 4 dimensions, elles entrent en conflit dans le cadre des pratiques ordinaires et que c'est aussi ça dont il s'agit de discuter. On peut prendre en charge sans se soucier d'eux, on peut prodiguer des soins sans être bénéficiaire de la rétribution attendue, etc. À la suite donc de Tronto, qui envisage le care comme un vrai travail, comme, donc là je la cite, une pratique et une disposition. D'autres travaux, notamment comme ceux de Pascal Molinier, ont permis de mettre en évidence que le care participe d'un travail. Si ces recherches ont contribué à en mettre en lumière les enjeux éthiques, philosophiques, mais aussi politiques des activités du care, avec toute la littérature aujourd'hui qui est déployée sur la question du care, le care comme étant orienté vers l'entretien et la réparation du monde, je reprends ici les termes de Tronto. On observe néanmoins, on pourrait dire, un déficit de prise en compte de ces aspects les plus sombres, pour reprendre là un propos d'Andrea et Isabelle. En d'autres termes, les travaux sur le care, en se passant notamment, en tout cas c'est mon point de vue, d'une discussion approfondie sur les apports de la psychanalyse et d'une conception particulière du sujet humain, eh bien, ces travaux ont tendance à euphémiser la question des ambiguïtés et des dérives possibles du travail de soin. Et c'est justement à cette question épineuse des limites du soin, des échecs, de la perte de sens que se confrontent Andrea et Isabelle à partir de leur expérience de travail. Et donc, je vais engager la discussion pour essayer d'examiner, voilà, du point de vue des enjeux subjectifs du travail, différents points, et donc de façon un peu arbitraire, j'aurai 5 points de discussion. Premier point, je voulais insister sur le fait que parler des difficultés du travail n'est pas facile. Ce n'est pas un exercice très aisé auquel se sont confrontés Isabelle et Andrea. Cela suppose un effort, un engagement dans la discussion. On pourrait dire qu'il est risqué sur le plan subjectif de prendre la parole, mais aussi risqué pour les autres d'entendre ce qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Donc la question du risque, on pourrait dire, elle est à la fois du côté de la prise de parole, mais aussi de l'écoute. S'engager dans une description de leur expérience suppose de passer par des mots, d'essayer de rendre compte de l'hésitation, des questions posées par la pratique. Et donc leur présentation, il me semble, est un exemple, voilà, de ce qu'on peut appeler une description subjective du travail qui s'oppose, on pourrait dire, point par point au langage managérial ou au vocabulaire de la gestion dont il était question précédemment. Alors, simplement un point de précision, l'approche en psychodynamique du travail, donc qui est la discipline à laquelle je me réfère, elle repose sur une conception singulière du sujet qui travaille. C'est un sujet qui est animé, on va dire, par une dynamique conflictuelle, et cette dynamique conflictuelle, elle se déploie au sein de sa propre vie psychique, au sein de sa propre subjectivité. C'est un sujet hésitant, angoissé, qui éprouve des affects. Travailler, de ce fait, mobilise l'ensemble de l'économie subjective, quelle que soit la nature de l'activité professionnelle. Et en raison de ce que l'on identifie comme étant un écart entre ce qui est prescrit, on va dire planifié, par l'organisation du travail et ce qui est effectivement réalisé, chacun d'entre nous est conduit à engager l'ensemble de sa subjectivité pour dépasser, voire solder les difficultés qui sont inévitablement rencontrées dans l'exercice du travail. Il y avait une illustration intéressante ce matin sur la gestion des plannings, qui est un exercice qui est toujours régulièrement remis sur le métier. La confrontation aux inattendus, aux lacunes de l'organisation prescrite du travail, même si elle est extrêmement bien conçue, eh bien, cette confrontation, elle est désignée en psychodynamique du travail par le terme de réel, ce qui peut-être permet de revenir ou de rediscuter de ce terme de réel qui était aussi déjà discuté dans la première partie de la matinée. Le réel du travail, il confronte le sujet à faire l'expérience de la résistance à ses connaissances, à ses savoir-faire, et donc à faire l'expérience de l'échec, faire l'expérience affective du doute, de la frustration, de la colère, voire de l'angoisse, ce dont aussi témoigne l'exposé qui vient d'être présenté.
Surmonter l'échec implique donc de mobiliser son ingéniosité, son intelligence pratique au service de la recherche de solutions, qu'on peut appeler aussi des trouvailles, des ruses, voilà, pour réussir à faire le travail. Alors, dans ce qui concerne, on pourrait dire, la discussion sur le CARE, puisque c'est aussi la thématique de la journée, habituellement, c'est plutôt sur le plan des valeurs que se centre la discussion à partir du CARE. Alors, ce sur quoi je voudrais discuter, c'est que, évidemment, la question des valeurs, elle est centrale, mais la dimension technique du travail, notamment du travail de soins, elle est aussi importante. Le travail de soins ne peut se concevoir à travers l'acquisition de compétences spécifiques qui sont d'abord du registre de la technique du soin et qui mobilisent également tout le champ de la dimension dite relationnelle du soin. L'analyse par la référence au travail permet de montrer que ces deux dimensions, qui sont classiquement opposées, d'un côté la technique, de l'autre la dimension relationnelle, eh bien ces deux dimensions sont en réalité étroitement articulées, elles sont intriquées. Tout travail technique est aussi un travail du corps, une expérience, on pourrait dire, qui engage le corps, qui se déploie en réponse à la résistance opposée par le réel et par les contraintes qui viennent de l'organisation du travail. Cette dynamique, elle repose sur un engagement particulier du corps qui éprouve affectivement le monde, la résistance, sur le mode de ce que Michel Henry et sa philosophie matérielle a désigné comme une corps-propriation. Dans le travail de soins, le soignant est en particulier confronté à la dimension énigmatique du corps de l'autre. C'est au contact du corps de l'autre, donc du patient, que le soignant rencontre le réel du travail. Ce corps à soigner, ce corps dont il faut prendre soin, renvoie à la vulnérabilité qui est non seulement la sienne, mais qui est également, on pourrait dire, la vulnérabilité ontologique de la nature humaine. Ainsi, prendre soin de l'autre, c'est aussi, pour le soignant, rencontrer sa propre vulnérabilité constitutive. La relation de soin nécessite donc pour le soignant de rencontrer les craintes qui sont suscitées par le corps de l'autre, qui est usé, fatigué, abîmé, meurtri. Et ce n'est pas sans provoquer en retour l'angoisse vis-à-vis de son propre corps et de son propre devenir. Et c'est précisément à partir de ce point de rencontre avec le réel qui génère de la souffrance chez le soignant, c'est-à-dire qui l'affecte, que ce soignant sera placé face à une exigence de mise au travail sur le plan subjectif pour la surmonter. Cette dynamique-là que je vous expose rapidement, elle est au principe de ce que l'on peut désigner comme la compassion, qui est particulièrement mobilisée dans le travail de soins, qui implique, pour être sensible à la souffrance de l'autre, de sentir sa propre souffrance. Le déni, au contraire de sa propre souffrance par le soignant, s'accompagne en effet du risque de devenir insensible à la souffrance de l'autre et mettrait par là même en échec l'efficacité et le sens du travail. Deuxième point de discussion. Dans le travail de soins est aussi convoquée la dimension propre aux valeurs. Et donc là, je voudrais opérer un commentaire de la situation et de l'expression « c'est inhumain ce que vous faites », qui est tiré de la présentation d'Isabelle et d'Andrea. Cette dimension, elle pose le problème de ce que l'on peut désigner d'un côté comme les ambiguïtés du care, du travail de soins, d'un côté, mais elle pose aussi les ambiguïtés de la reconnaissance, qui est donc un terme qui a déjà été abordé ce matin. Donc le premier point sur le care. Le care n'est pas seulement constitué par des conduites, des attitudes, des pratiques qui ont à voir avec le souci de l'autre et la sollicitude, même si évidemment c'est on va dire, la dimension qui domine. Si on le considère comme un travail à proprement parler, cela suppose d'admettre qu'il ne relève pas seulement de dispositions individuelles, mais qu'il requiert aussi un travail, et notamment un travail psychique, un travail subjectif particulier, qui mobilise ce qu'on peut désigner comme des mouvements d'identification au patient. Ce matin a été utilisé le terme, on pourrait dire, un peu plus classique, d'empathie vis-à-vis du patient. Mais simplement, ce mouvement en fait, d'empathie ou ce mouvement d'identification au patient, ce n'est pas un mouvement simple, c'est un mouvement au contraire assez complexe. La psychanalyse a montré que ce travail qui préside au processus d'identification repose sur un traitement spécifique des pulsions, de toute la dynamique pulsionnelle. Et si on se réfère aux pulsions, on peut montrer que ces pulsions, elles sont animées d'abord par la recherche d'excitation, du plaisir en soi. Pour vous le dire autrement, la dynamique des pulsions et le désir individuel ne sont jamais en conformité avec les contraintes qui sont liées à la réalisation du travail et en particulier du travail de soins.
Cela signifie que se trouve ainsi, on pourrait dire, tapis, dans l'ombre de sa propre subjectivité, les ressorts du conflit, de la rivalité, voire de la violence, de la cruauté, qui trouvent leur genèse dans les failles et les vulnérabilités de l'histoire individuelle du soignant. C'est une autre manière de dire que le soin, le souci de l'autre, n'est pas inné et qu'il résulte d'un travail de conquête spécifique. Si je reprends Freud, on pourrait dire que ça résulte d'un travail de domptage des pulsions. Alors, ça c'était pour le premier point, pour rappeler simplement la problématique des ambiguïtés, on pourrait dire, du care. Le deuxième point a à voir avec la question de la reconnaissance, qui est, on pourrait dire, le fil rouge de toute la discussion sur les situations cliniques qui sont présentées par Andrea et Isabelle. En psychodynamique du travail, la reconnaissance, elle porte d'abord sur le faire, donc sur le travail, et non sur l'être, la personne. Au contraire, la reconnaissance sur la personne, elle peut s'avérer contre-productive en accentuant le sentiment d'injustice et en exacerbant les rivalités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que, si je vous dis la reconnaissance, elle porte sur le travail. La reconnaissance est un processus essentiellement symbolique. Elle est organisée par des jugements, des formes d'appréciation et des jugements qualitatifs. Alors, on distingue, on pourrait dire, sur le plan théorique, un jugement que l'on dit de beauté, qui a à voir avec la conformité, mais aussi l'originalité de la contribution, du travail qui a été effectué par le soignant en particulier. Et ce jugement est notamment proféré, formulé par les pairs, c'est-à-dire les collègues directs de travail qui connaissent, on pourrait dire, la tradition, qui connaissent la spécificité des gestes du métier. Dans un deuxième temps, un deuxième niveau plutôt, on repère un jugement dit d'utilité qui lui est plutôt formulé soit par la hiérarchie, mais aussi par ce que l'on désigne comme étant les bénéficiaires. Alors, dans le cadre du soin, c'est notamment les patients, mais aussi les familles. Ces derniers apprécient, on pourrait dire, l'utilité technique, sociale et parfois aussi économique de la contribution de celle ou celui qui travaille. Alors, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que loin d'être toujours complémentaires, ces deux formes de jugement ou ces deux types de jugement peuvent entrer en contradiction l'un avec l'autre. Et si je reprends une expression de la présentation, le statut de la belle mort n'a probablement pas la même référence et n'est pas apprécié de la même manière par les soignants d'un côté, par les patients et la famille de l'autre. La majeure partie du travail de soin réside dans sa discrétion, c'est-à-dire qu'il tient son efficacité, sa qualité de son caractère invisible. Cette discrétion qui caractérise le soin, elle réside aussi dans le fait que les soignants eux-mêmes méconnaissent en partie les savoir-faire spécifiques qu'ils mobilisent dans le cours de l'activité, ce qui pose du coup de sérieux problèmes quant à leur reconnaissance. Alors, puisque une grande partie du travail de soin est invisible, la particularité, c'est qu'il est d'autant plus difficile à faire reconnaître. À titre d'exemple, le débat public médiatisé sur la situation des soignants à l'hôpital ou dans les EHPAD, dont vous avez tous entendu parler lors de la crise sanitaire, révèle tous les problèmes qui sont liés aux conceptions de la reconnaissance quand celle-ci est rabattue sur la dimension matérielle. Toute la discussion autour de la question de la prime qui devrait être accordée, prime financière notamment accordée aux soignants. Dans le cas de la généralisation des procédures d'évaluation du travail par les usagers qui sont bénéficiaires du soin, la problématique de la reconnaissance est amplifiée, on pourrait dire, et notamment quand cette forme d'évaluation condense à elle seule l'appréciation du travail des professionnels. Ainsi, on peut décrire ce que l'on désigne comme la substitution de la gratitude des usagers à la reconnaissance qui est conférée par les collègues. Donc, il y a une mise en tension des deux formes de jugement qui caractérisent la reconnaissance. Il n'existe en effet pas de rapport mécanique entre l'engagement subjectif dans le travail et les rétributions symboliques qui sont conférées par la dynamique de la reconnaissance sur l'identité singulière. En d'autres termes, il subsiste toujours un résidu qui est non déterminé à l'avance en rapport avec la manière dont chacun, chacune d'entre nous en travaillant peut s'approprier subjectivement les appréciations positives ou négatives qui sont formulées sur les habiletés déployées. On pourrait dire encore en d'autres termes que la reconnaissance est la formulation des jugements qui sont notamment adressés par les patients. Je pense à vous êtes des monstres. Eh bien, cette reconnaissance, elle fonctionne comme un message qui ouvre la voie au travail singulier de pensée de chacun des professionnels du soin. Alors, troisième point.
Donc, je suis désolée, c'est un peu schématique, mais c'est pour scander un peu la présentation. Je voudrais faire un point maintenant, effectivement, qui porte spécifiquement sur le problème posé par le retournement, on pourrait dire, moral du prendre soin. La figure du soignant comme monstre dont je viens de parler. La situation relatée, elle introduit à la question du statut de la violence, comme cela a été dit, dans le soin, ou plus précisément du soin vécu comme violent. Puisque ici, il n'est pas question directement de maltraitance, on pourrait dire, avérée de la part des soignants vis-à-vis des patients. Avec une première question qui se pose. La contrainte a-t-elle sa place dans le soin? C'est une question assez classique. Mais si la contrainte physique est parfois reconnue comme inévitable dans le soin, contenir un patient qui s'agite et qui risque de devenir violent par exemple, la question de sa légitimité ou de son illégitimité reste sous le sceau de l'incertitude. Pourrait-on faire autrement est souvent une question qui revient dans les échanges entre soignants. Cela suppose que persiste une part de doute par opposition avec des pratiques protocolisées et standardisées, notamment sur la question du recours à la contrainte. Les analyses cliniques mettent en évidence que l'usage spécifique de la violence dans le soin, on va dire, qui s'apparente à une contrainte par corps des patients, eh bien, cette violence, elle est la conséquence de la disparition du sens commun qui est soutenu par le travail collectif et en particulier par la discussion contradictoire sur les points de vue et les expériences des uns et des autres. La violence dans le soin peut ainsi se déployer en réponse à des dénis de reconnaissance. La référence à la reconnaissance nous indique que la conjuration de la violence dans le travail de soin ne réside donc pas seulement dans des ressources, on pourrait dire, ou des habiletés individuelles, mais qu'elle réside d'abord et surtout dans les ressources collectives qui peuvent être mobilisées. Bien qu'il ne soit pas question de l'usage de la violence dans la situation présentée, on peut néanmoins repérer comment l'absence de consentement de la part du patient vient troubler les repères de la reconnaissance. S'opère ainsi un conflit entre le jugement de beauté, j'ai bien fait mon travail, dans les canons établis, et le jugement d'utilité, monstre, de la part du patient ou des proches ou de la famille. Avec une nouvelle question qui se dégage, l'absence de reconnaissance de la part du patient ou de la patiente signifie-t-elle forcément inadéquation du soin? En quoi elle peut aller jusqu'à remettre en cause la question de la qualité du soin? Donc pourquoi remettre en question la qualité du soin? Une question qui arrive. Comment d'ailleurs, à partir de quels critères pourrait-on définir ce qui serait au fondement de la qualité du soin dans ces cas ou avec ces patients en particulier? On voit alors se déployer tout le champ du rapport spécifique qui est établi avec le patient, que l'on peut désigner comme une forme de coopération qui arrive ou non à s'installer entre le soignant et le patient. En d'autres termes, comment mettre au travail le patient pour que la qualité du travail soit au rendez-vous? Ici, le réel auquel se confronte le soignant prend la forme de la résistance qui est opposée par les refus, les conduites d'opposition du patient, le rapport à sa propre douleur. Dans ce travail de coopération, une part importante revient au jugement et à ses différentes modalités. Être dans le care suppose-t-il de devoir suspendre tout jugement? Comment travailler avec au-delà du jugement? C'est aussi des questions que je réadresse à partir des éléments qui nous ont été présentés. Quatrième point, qui est dans la continuité, quelle est la visée du soin? Est-ce que la visée du soin, c'est que le patient, la patiente soit propre? Est-ce qu'il s'agit simplement d'effectuer des soins qui ont à voir avec présentation, un soin spécifique du corps physique, physiologique du patient? Comment organiser les conditions pour qu'on laisse tranquille la patiente, puisque c'est ce qu'elle demande? Est-ce que c'est cette dimension-là qui vient caractériser le soin? Et comment, du coup, collectivement, à plusieurs, est-il possible de trouver des compromis entre ces différentes dimensions? Ces questions sont en rapport avec la constitution du sens, donc qui dépend non seulement du travail de pensée de chacune des soignants, mais aussi de conditions intersubjectives. C'est le rôle de l'équipe qui a notamment été pointé par Isabelle et Andrea. Le soin, qu'il soit prodigué à l'autre, qu'il soit proche ou non, se déploie toujours dans un ensemble complexe de relations qui ont à voir avec ce que l'on peut désigner justement par ce terme de coopération. Le terme de coopération peut être précisé d'abord en le distinguant d'un autre terme qui est celui de la coordination. Quand on parle de coordination, c'est la manière dont on organise la division sociale, la division technique du travail au travers de l'organigramme, des fiches de poste notamment.
La coopération, au contraire, elle désigne les liens qui sont construits volontairement entre celles et ceux qui travaillent pour réaliser une œuvre commune, un objectif commun, alors qui a peut-être à voir avec ce dont il était question en début de matinée dans le cadre de l'introduction, qui est cette question de la culture palliative. Est-ce que c'est l'horizon commun, finalement, qui permet d'organiser les questions de coopération entre soignants? Les liens de coopération mobilisent donc les initiatives individuelles qui sont construites vis-à-vis des difficultés réelles rencontrées en situation de travail. La coopération se présente comme un puissant moyen pour traiter les conflits d'interprétation, les contradictions qui surgissent dans l'exercice du travail, en particulier quand ce travail est en rapport avec la prise en charge de la vulnérabilité. La coopération se présente du coup comme une condition qui permet le dépassement de la souffrance dans la sphère du soin. Elle repose sur l'établissement de rapports de confiance et la confrontation des opinions qui participent à la mise en délibération, qui était aussi un terme qui a été introduit ce matin. Délibération qui permet la formulation d'accords qui sont partagés par l'ensemble des membres d'une équipe. Cette activité de production d'accords à partir des opinions, des points de vue des uns et des autres, cette activité donc de production d'accords, elle se stabilise sous la forme de ce qu'on appelle des règles de travail. Et toute cette activité de discussion des opinions contradictoires, pour arriver à se stabiliser sous la forme de consensus, elle porte le nom d'activité déontique. C'est une activité de production des règles de travail qui permet justement de caractériser l'existence, on pourrait dire, d'un collectif de travail. L'existence ou la construction d'une équipe au sens fort du terme. Ces règles de travail, elles formalisent non seulement des limitations à l'activité, ce que l'on ne fait pas, ce que l'on n'a pas le droit de faire, en évitant les risques de dérive individuelle face aux difficultés du travail, mais ces règles, elles soutiennent également le caractère légitime de différents principes, différentes valeurs qui permettent aux pratiques de dépasser les obstacles qui sont issus du réel du travail. Pour vous le dire de façon plus simple, ce matin Nicolas nous disait dans l'introduction, les règles sont aussi repérables dans les gestes du soin. Donc c'est à partir de l'exercice même, on pourrait dire, et de la participation au travail, l'activité matérielle du soin, qu'on prend connaissance et qu'on apprend les règles de travail. L'activité déontique, donc de production de règles, elle entretient de fait un rapport étroit avec le réel, avec ce qui résiste à la maîtrise. Et ces règles, elles fondent ce que l'on désigne comme étant l'éthique ou l'éthos professionnel du métier de soignant. Cela désigne notamment un ensemble de constructions normatives qui visent à traiter des questions qui sont relatives à la prise en charge de la vie humaine. Et donc pour les soins palliatifs aussi, la question de la vie, mais aussi, comme cela nous a été dit, de la mort à venir. Et de construire, reconstruire, remettre en débat le statut de la belle mort, entre guillemets, si je reprends votre formulation. Dernier point que je voulais introduire pour la discussion, c'est une question qui est notamment posée par le patient Monsieur Z, du consentement de la part des soignants à entretenir, entre guillemets, la souffrance du patient. Ce patient qui éprouve de la douleur, qui refuse toute prise en charge médicamenteuse. Et donc, comment les soignants se situent par rapport à la croyance du patient qui est à respecter? Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce possible? Et est-il possible de tout accepter? Jusqu'où? Et quelles sont les limites qui se dégagent? Alors, la première question que l'on peut poser, c'est comment accueillir, dans une certaine mesure, la subjectivité de l'autre. On pourrait dire que c'est un travail renouvelé, d'abord avec chaque patient, parce qu'ils sont tous différents, mais aussi, on pourrait dire, c'est quasiment renouvelé presque d'heure en heure, ou de moment en moment, avec les patients dans le cadre du travail en soins palliatifs. Le rapport à la douleur renvoie les soignants à leur propre rapport subjectif à la douleur et à leur savoir, c'est-à-dire notamment leur savoir théorique relatif sur les questions de la douleur. On nous dit qu'il existe des manières de soulager la douleur et donc pourquoi est-ce que le patient n'accepte pas ou ne se soumet pas ou n'accepte pas de prendre des traitements qui permettraient de soulager la dite douleur. Comment cette question se vit-elle pour chacun des membres de l'équipe et peut-elle faire l'objet d'un travail de réflexion partagée?
On voit bien à partir de cette situation que l'énigme qui est présentée par la croyance du patient, elle est susceptible de faire conflit. Elle peut aller parfois même jusqu'à créer des divisions dans l'équipe, des oppositions manifestes entre soignants. Une autre question qui se dégage, c'est de faire comment traiter le corps malade et mourant. Comment maintenir un statut de l'apparence humaine normale? Comment est-ce que ça se construit? Et je reviens aussi sur la discussion relative à l'utilité de laver les cheveux ou non de Madame A. Voilà. Est-ce que c'est pertinent dans le cadre du travail? Bien que le travail de soins se déploie à partir donc, de l'établissement d'une relation intersubjective, il se caractérise aussi par des aspects techniques. J'y ai insisté au début. L'équilibre, qui est un équilibre dynamique, qui est toujours susceptible d'être déstabilisé, eh bien cet équilibre qui s'établit entre différents aspects du travail court toujours le risque d'être déstabilisé. Excusez-moi, je me répète. Il entraîne soit le soignant dans un surinvestissement de la relation, de la recherche de la gratitude du patient et de sa famille, avec le risque de s'y perdre, soit on pourrait dire l'autre tendance ou l'autre opposé, c'est une recherche excessive de la dimension technique et instrumentale qui comporte dans son sillage le spectre de la déshumanisation, de la chosification du patient. Si l'aspect technique peut être envisagé du point de vue de son potentiel intrusif pour le corps du patient, il est néanmoins aussi perçu comme étant au service de la vie et de l'efficacité du côté des professionnels. Donc il y a une tension, on pourrait dire, interne à la dimension technique ou proprement technique du soin. Il est situé du côté de la préservation de la vie et on voit que cette question, elle est présente dans plusieurs des cas cliniques qui nous ont été exposés. La problématique des dilemmes éthiques dans le travail de soins suppose de fait une coopération au sein de l'équipe et remplit un rôle dans la prévention des conflits, à la fois entre professionnels, mais aussi prévention des conflits entre soignants et familles, soignants et patients. L'analyse psychodynamique des situations de travail permet de comprendre que l'éthique du soin n'est donc pas soluble dans la mise en place des protocoles standardisés, mais elle s'exerce d'abord à travers la confrontation des opinions de celles et ceux qui sont engagés dans le soin. Ces opinions sont à la base des accords normatifs sur ce qui est juste ou injuste, bien ou mal, vis-à-vis des problématiques qui sont posées par les patients ou encore vis-à-vis des dysfonctionnements qui peuvent être repérés. Le réel, loin de s'appréhender de manière immédiate et cognitive, se révèle d'abord sur le mode pathique de la souffrance du soignant et pas seulement de celle du patient. On retrouve ainsi dans le soin la problématique de l'éthique que l'analyse du travail permet de révéler à partir de l'identification de deux formes de souffrance, on pourrait dire de deux types de souffrance, avec une distinction qui a notamment été proposée par Christophe Dejour. On pourrait dire une première forme de souffrance que l'on peut désigner comme une souffrance esthétique, qui est générée par la dégradation de la qualité du travail, avec ce doute qui peut venir s'installer sur « ai-je bien fait mon travail ? Est-ce que le travail que j'ai effectué aujourd'hui, c'est du bon travail ?» avec le risque d'éroder progressivement le plaisir du travail bien fait. Je suis allée trop vite, mais j'ai quand même fait le soin. Mais qu'est-ce que j'ai laissé tomber? Qu'est-ce que j'ai lâché du point de vue de la qualité du travail? Il me semble que cette souffrance esthétique, elle semble en cause dans certaines des situations qui ont été relatées par Andrea et Isabelle, et cela vient interroger notamment le rôle des répits d'équipe qui a été mentionné pour venir soulager cette forme de souffrance. Deuxième forme de souffrance, qui est la souffrance dite éthique, qui ne me semble pas présente dans les situations qui ont été exposées, mais qui est retrouvée néanmoins dans de nombreuses organisations du travail, et donc je ne fais que la mentionner. Cette souffrance éthique résulte de la confrontation à des conflits insolubles entre les valeurs exercées dans le travail et les valeurs morales individuelles. Les pratiques auxquelles participe, du coup, le sujet l'amène à apporter son concours à des actes, à des pratiques qui viennent trahir les règles et l'éthique de métier. La trahison répétée de l'éthique de métier conduit le sujet à se trahir lui-même, à participer à des pratiques qui déshonorent la vie et les valeurs. Cette forme de souffrance, elle s'avère particulièrement dangereuse pour la santé mentale. Alors,
Voilà, quel est le rôle finalement accordé à la subjectivité dans le soin? Il me semble que c'est la question qui revient régulièrement. J'ai fini. Au regard de l'analyse par les questions du travail, voilà, ce sur quoi je voulais insister, ou en tout cas vous l'adresser comme question, la subjectivité est centrale. Elle est la condition même d'un travail de qualité. Et il me semble que c'est tout l'enjeu du débat renouvelé entre les collègues, de garder vivantes les occasions de discuter des règles de travail, de supporter l'incertain, mais aussi les désaccords, afin de garder sa dimension proprement vivante au travail de soins et de conjurer ses aspects les plus sombres. Je vous remercie. Un grand merci. Un grand merci. Vous nous équipez pour penser. Voilà, vous nous équipez pour penser à partir de votre travail de chercheur et de l'écoute que vous avez eue d'Andrea et Isabelle, qui, elles, ont fait elles-mêmes ce travail réflexif à partir de situations rencontrées. Donc on est vraiment dans ce travail de dialogue entre la pratique et la pensée de la pratique. Donc un grand merci pour cela. Je pense que nombreuses seront les réactions et les questions. On a retrouvé notre problématique de l'intentionnalité, de la visée du bien. On vise le bien et puis on s'aperçoit que cette visée du bien, du soignant, elle n'est pas forcément celle du patient. Et qu'il peut y avoir effectivement là une violence ressentie. Et on ose, vous avez parlé de courage, on ose regarder en face et on ose ouvrir ce dossier de la violence dans le soin. Vous êtes même allé jusqu'à prononcer le mot de déshumanisation. Parce que qu'est-ce que c'est que la violence? C'est effectivement, finalement, réduire la personne à n'être qu'un matériau, éliminer sa propre subjectivité. Et puis, on retrouve aussi notre question des règles, des normes, de ce qu'on produit ensemble, non pas pour s'enfermer dans des protocoles, mais pour précisément gagner en humanité dans le soin. Donc nous sommes vraiment là au cœur de la réflexion éthique, et je vais vous donner la parole à vous qui êtes dans la salle, à vous qui êtes un petit peu plus éloignés de nous, pour que vous puissiez réagir, poser des questions d'éclaircissement, entrer en débat. À vous la parole. Question de réaction peut-être ? Nicolas ? Peut-être pour lancer la discussion, je pense que le témoignage d'Isabelle et d'Andrea a touché des participants qui sont à distance. Isabelle Jarnet, parce qu'il y a deux Isabelle, donc Isabelle Jarnet disait qu'il est risqué de parler de cette facette du travail, mais qu'il est aussi risqué d'écouter. Vous avez provoqué de l'empathie, en tout cas, chez certains participants de la journée qui se demandaient si vous aviez un soutien psychologique pour vous sur le lieu du travail, et en quoi c'était le lieu d'une confrontation collective au non-sens du travail du soin. Voilà, peut-être pour lancer un peu la discussion, et puis après il y a beaucoup d'autres questions, et puis il y en aura dans la salle aussi. Le fait de travailler en soins palliatifs, je pense que ça implique, on crée un service de soins palliatifs, il faut mettre des groupes de parole en place. Je pense qu'il n'y a pas de service de soins palliatifs qui existe sans qu'il y ait des groupes de parole. Donc on a cet avantage par rapport à d'autres établissements où le groupe de parole il fait partie de l'institution et on est sûr d'en avoir un régulièrement et on est fortement invité à y participer. En général, beaucoup de gens sont volontaires, mais s'il y a des gens qui sont un peu plus réticents, ils sont fortement invités à y aller de temps en temps. Dans ce cas-là, je ne pense pas qu'on en ait parlé en groupe de parole. Je sais qu'on en a parlé, c'était un week-end, on en a parlé avec le médecin de garde, parce que c'était un peu compliqué. On se disait quand même, se faire entendre qu'on est des monstres, c'est pas si simple non plus. On avait besoin d'en reparler entre nous.
Et puis, comme on ne savait pas si elle était toujours douloureuse, pas douloureuse, le médecin de garde, il est allé voir la dame et tout. Puis il revient, il dit, bah, en tout cas, elle m'a dit que tout s'était très bien passé, qu'il n'y avait pas eu de problème. Donc il dit, soyez quand même rassurés sur ce que vous avez fait, parce qu'elle n'a pas eu, elle m'a pas parlé. Moi, je viens en tant que médecin, elle m'a pas dit, oh, ben, votre équipe, elle a été drôlement violente ou je sais pas quoi. Donc comme c'est une dame qui était très confuse, c'est compliqué aussi dans ce genre de cas de savoir. Alors je pense que comme on était en plein dans la préparation, le cas, on s'est dit, ben voilà, on l'utilise tout de suite. Après, ouais, les groupes de parole, on en a, puis il y a les espaces de parole, c'est ce qu'on disait aussi dans notre exposé, les espaces de parole, qui sont les transmissions, les temps d'échange. Si on a un problème dans un soin, on peut aller voir la coordinatrice, même l'équipe, le médecin, on peut dire, ben là, on ne sait pas comment faire. Enfin, les temps de transmission aussi sont des espaces de soutien, quoi, en fin de compte. Et puis parfois, le fait d'en parler entre nous peut être suffisant aussi. Et puis, tout quoi, on peut aussi... Enfin voilà, il y a des choses qui se décantent en groupe de parole, et puis il y a des fois, ça se décante sans avoir besoin du groupe de parole. Mais je pense que l'importance des espaces de parole qui existent ou qui sont possibles, c'est ça qui aide, c'est vrai. Et puis le soin palliatif par rapport à un service de médecine ou par rapport à un service plus général, on est tous là pour la même chose, donc c'est aussi plus facile qu'un service de médecine où il y a des décès, mais il n'y a que la moitié des soignants qui veulent bien s'en occuper, donc c'est quand même plus compliqué que nous, on est tous là pour faire le même travail, donc ça aide. Et du coup, on a des moyens pour le faire. Je ne sais pas si ça répond à peu près. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions dans la salle ou à distance? Moi, je réagis à ce qui vient d'être abordé. Je pense que l'attention en soins palliatifs doit être permanente à accompagner et à distinguer toujours la réflexion éthique, l'analyse qu'on est capable de faire à la relecture, et puis la dimension psychologique, le ressenti, hein, qui est à prendre en compte, parce que j'imagine que dans l'équipe, le mot entendu n'a pas eu le même impact, hein, suivant l'histoire, suivant l'expérience de chacun, non, Andrea? Oui, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être pris de manière très personnelle. Après, on essaie de mettre de la distance, et je pense que c'est en ça que l'équipe va être d'un grand soutien, parce que ça permet de le verbaliser, de prendre de la distance et de penser les choses autrement et avec beaucoup plus de recul. Et également, quand on revient dessus en groupe de parole, c'est voir les choses autrement et d'apporter un éclairage sur la situation qu'on n'avait pas forcément vue. Donc voilà. On est dans la coopération dont vous parliez, c'est ça, dans votre point 4, me semble-t-il. Oui, moi je pense que le fait que la discussion se mette pas forcément en place facilement, c'est parce que je pense que ça a justement à voir avec des aspects du travail qui sont plus difficiles en fait à expliciter. L'intérêt sur le plan de l'organisation du travail, cette question des groupes de parole, elle soit, en tout cas dans la structure ici, elle soit présentée comme un espace qui peut permettre de formaliser comme ça de façon institutionnelle un espace pour la mise en discussion et ce travail de délibération. Je pense que c'est une condition qui est une condition importante en fait, aussi au service de la qualité du soin. Alors après, tout l'enjeu, peut-être pour reprendre aussi la discussion ou l'attention de ce matin, c'est comment dégager du temps, puisque la question du temps des soignants, elle est une problématique. On a eu la même pour préparer la présentation d'aujourd'hui, donc avec l'idée de comment se dégager en fait du temps pour penser, c'est-à-dire pour revenir et effectivement faire ce travail d'élaboration psychique, ce travail de pensée qui n'est pas forcément toujours un aspect très agréable, c'est-à-dire revenir aussi sur qu'est-ce que ça me renvoie, quelles sont les questions que ça me pose, qu'est-ce que j'ai pu rater aussi de la dimension du travail à certains moments. Ça, c'est un premier élément qui engage, on pourrait dire, la dimension individuelle. Et puis, est-ce que des conditions collectives sont réunies pour qu'on arrive aussi, dans des rapports de confiance, à aborder justement les ratés, les difficultés du travail à plusieurs. Je pense que c'est un point important de la dynamique. Alors, est-ce qu'on a des questions à distance qui sont arrivées? Alors, dans la salle, oui, une question.
On redit son nom et Alors prénom, Mireille, merci. responsable des bénévoles. Je ne sais pas si ma question, enfin moi elle est peut-être un peu pas ajustée, je ne sais pas. Je me disais dans le cas de Monsieur Z, ce monsieur qui a une croyance qui met en difficulté la manière de travailler l'équipe. Tout à l'heure, on disait que c'est l'importance de pouvoir prendre en compte le point de vue de l'autre pour avancer ensemble. Est-ce que vous l'avez fait ou est-ce que c'est imaginable que ça se fasse, d'essayer de faire comprendre le point de vue, pas théorique, de dire vous aurez moins mal, je sais pas quoi, mais de pouvoir dire pour nous c'est difficile de vous soigner dans ces conditions, ou est-ce que ça se fait pas du tout, de pouvoir en tant qu'équipe exprimer quelque chose de difficile dans le soin pour essayer de voir si le malade lui-même peut pas se déplacer un petit peu pour vous faciliter, ou est-ce que ça se fait pas enfin je sais pas. Ouais. On cherche à expliquer déjà aux patients ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait. Donc on arrive assez facilement à en parler à la fois en l'équipe et ça libère la parole aussi avec le patient. Il y a eu un cas un peu similaire dans la maison l'été d'avant, enfin, je ne sais plus, à un autre moment, une patiente comme ça qui refusait tout dentalgique, qui a été dans différents services et au moment de sa fin de vie, ça devenait vraiment insupportable pour l'équipe et le médecin du service a fait un peu acte d'autorité en disant c'est plus possible de continuer comme ça, vous allez avoir un minimum de doses dentalgiques parce que les soignants ne peuvent pas s'infliger ça tous les jours en faisant des soins. Donc voilà. Ça avait été important pour les soignants parce que ça devenait, je pense, infernal pour eux de s'occuper de cette patiente. Et il y avait eu je pense qu'il y avait des transmissions un peu tendues où les soignants avaient dit nous on n'ira plus, c'est pas possible. Voilà. Donc, bon, moi je l'ai pas vécu, j'en ai entendu parler, mais voilà, donc mais c'est vrai que ça fait partie d'une situation où là il y a une espèce de décision autoritaire pour que les soins puissent continuer en quelque sorte, pour ne pas la laisser cette patiente sur son lit et ne jamais s'occuper d'elle. Jusqu'où prendre soin, c'est accepter de ne rien faire pour la souffrance qui pourtant est insupportable pour nous soignants, qui nous empêche même, qui va jusqu'à nous empêcher d'accompagner la personne. Nicolas, est-ce que nous avons des questions à distance ou des réactions? Oui, donc il y avait des questions sur le lien entre le soin technique et le soin relationnel que Isabelle Jarnet a soulevé. À quelles conditions, finalement, est-ce qu'on pourrait approfondir un peu ce point? À quelles conditions le soin technique peut venir faire barrière au soin relationnel, peut faire écran au soin relationnel? Est-ce qu'il peut y avoir du soin relationnel qui ne serait pas technique? Est-ce qu'on peut éventuellement un peu approfondir cette question? Et Andrea disait tout à l'heure que par moment il faut savoir ne rien faire, il faut savoir se retenir, et que le soin consiste aussi parfois à suspendre toute action et à ne rien faire. Voilà, donc est-ce qu'on peut peut-être approfondir un peu cette question de la technique et du relationnel? Oui, alors du coup, c'est une façon, ça me permet effectivement peut-être de reformuler ou d'approfondir certains points. J'ai effectivement essayé de le présenter de façon, je pense que c'est deux aspects qu'on a tendance même sur le plan théorique, mais par exemple sur le plan de la formation, à présenter de manière un peu dichotomique. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment effectivement ils peuvent entrer en tension ou en contradiction. C'est-à-dire, on pourrait dire, il y a ces deux dimensions qui entrent en conflit, d'accord, et que régulièrement, pour chaque soignant, il s'agit de réussir à trouver des arbitrages, c'est-à-dire de décider que peut-être parfois, par exemple devant telle patiente qui a beaucoup d'escarres, c'est la question d'abord du soin, on pourrait dire physique, qui va primer. On va essayer de mettre en place différentes conditions sans lâcher, on pourrait dire, sur la dimension relationnelle. Mais la particularité, c'est que, on pourrait dire, au regard des différentes contraintes, notamment des contraintes matérielles, des contraintes de temps, tout l'enjeu pour la qualité du soin, c'est de réussir à trouver un compromis qui soit acceptable entre ces deux dimensions. Et que, évidemment, quand il n'y a pas suffisamment de temps, quand il n'y a pas suffisamment de moyens, quand on n'est pas assez, puisque la question, par exemple, du nombre de personnes, les week-ends, etc., est susceptible de générer des tensions et, de fait, est susceptible d'avoir
une action, on pourrait dire, de retentir voilà, sur la disponibilité aussi, pas seulement psychique, mais aussi temporelle des soignants. Parce que si on est 5 pour faire tous les soins, c'est pas la même chose que si on est 6 ou 7. L'exemple aussi donné de la place des bénévoles et du soignant qui disait que finalement c'est plus lourd quand il y a moins de bénévoles, c'est aussi intéressant. Ça révèle, je pense, en fait, cette dimension sur le fait que voilà, produire, on pourrait dire, ou être en mesure de fournir un soin de qualité suppose de régulièrement réussir à résoudre en fait, cette tension entre ces deux dimensions. Et évidemment, ça se fait sur le plan individuel. Il y a des arbitrages parfois qui sont faits par les uns et les autres. Mais l'important, c'est aussi de réussir à avoir des temps réguliers ou des temps fréquents où on peut revenir rediscuter peut-être des arbitrages que l'on a trouvé pas acceptables. Parce que justement, on peut avoir rogné, on pourrait dire, sur le temps disponible parce qu'on était pressé, parce qu'il y avait d'autres choses à faire, etc. Et donc de ne pas porter non plus le poids, on pourrait dire, ou la charge de cet arbitrage qui a été fait, d'être en mesure de le rediscuter ou de le remettre en question avec les collègues pour éventuellement réajuster. Bon, je pense que c'est une façon de révéler en fait la manière dont finalement le travail, notamment le travail de soins, c'est une activité vivante. C'est jamais définitivement stabilisé, il faut toujours recomposer. Après, évidemment, le risque, c'est que quand ces compromis ne sont pas faisables pour un certain nombre de raisons, évidemment, le risque, c'est une dérive vers l'un des, on pourrait dire, une dérive vers l'un des extrêmes, vers l'un des pôles, ou la dérive vers l'autre pôle. Et donc là, avec le risque que, on peut voir ça dans certaines situations, qui sont notamment aussi, qui participent à toutes les pathologies, on pourrait dire, du burn-out, de l'épuisement professionnel, c'est que quand finalement ces arbitrages sont moins faciles à trouver, on voit que certains soignants peuvent s'engager justement dans la recherche, on pourrait dire, même la quête, comme ça, un peu excessive, de la gratitude vis-à-vis des patients. Et ils lâchent un peu sur la question technique, par exemple, et un peu beaucoup parfois. Et ce qui devient important du point de vue de leur économie subjective, mais avec le risque de l'épuisement, de s'épuiser, c'est de rechercher comme ça cette gratitude et donc d'être happé, on pourrait dire, un peu par la dimension relationnelle du soin. Dans d'autres cas, voilà, c'est le risque de la déshumanisation dont je parlais. C'est l'autre pôle, on pourrait dire l'autre risque, c'est de surinvestir la dimension technique au détriment, on pourrait dire, voilà, du travail, on pourrait dire relationnel, entre guillemets. Et en même temps, ce que j'ai essayé de vous dire aussi, c'est qu'évidemment, la technique n'est jamais une technique pure. Elle passe aussi par un travail qui est notamment un travail du corps. Palper, sentir, voilà, la fragilité de la peau, sentir les odeurs quand on rentre dans la chambre. Voilà, tous ces éléments voilà, qui appuient, on pourrait dire, le sens et le travail technique. Évidemment, ce n'est pas de la technique pure. Ça suppose aussi, ou ça passe par une intelligence qui est une intelligence du corps, une intelligence en situation, et donc on pourrait dire qu'elle a un versant dit affectif, un versant plus subjectif. Merci. On voit bien là que nous sommes dans un temps de transmission dont nous parlions au départ. Rappelons-nous voilà, les pionniers, avant les pionniers en France, Cicely Saunders, qui précisément alliait la double compétence, qui était absolument essentielle aux soins palliatifs qui naissaient à l'époque, le mot n'existait pas, mais il s'agissait d'être compétent dans le maniement voilà, des techniques et des produits, etc., et compétent dans son humanité. Donc je pense que ce qu'on peut nommer comme une tension, c'est aussi l'identité des soins palliatifs. Allez, d'autres réactions? Oui, une question ici. Coordinatrice à la maison médicale Jeanne Garnier. Vous nous avez parlé tout à l'heure de la méconnaissance des soignants par rapport au savoir spécifique mis en œuvre dans leurs soins. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi cela tient? Parce que c'est une dimension qui me semble importante dans la transmission des connaissances et tout ça à nos nouveaux collègues, et je ne comprends pas très bien à quoi cela tient. Cette réflexion voilà, sur, on pourrait dire, le déficit, voilà, une forme de déficit de reconnaissance
de leur propre travail par les soignants eux-mêmes. Alors, on pourrait dire quelque chose qui est exacerbé dans le travail de soins, mais que l'on retrouve aussi dans toutes les situations de travail, sur le fait que justement ce que l'on mobilise du côté des savoir-faire, des ruses, de sa propre, on pourrait dire, ingéniosité ou intelligence en situation de travail, c'est souvent en avance sur la manière, sur justement la capacité qu'on a de l'analyser ou de la penser. D'où la difficulté aussi du travail réflexif sur son propre travail et sur les difficultés de travail, de remettre des mots et d'expliciter avec le vocabulaire dont on dispose ce dont il est question quand on est déstabilisé dans le rapport au patient, quand on a essayé de dépasser des difficultés, de surmonter les difficultés, de faire au mieux face à la situation. C'est toujours avec des éléments de vocabulaire, si vous voulez, de langage qui laisse toute une part des habiletés dans l'ombre, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas bien. Et donc, après, quand on essaie de pousser la description, souvent les gens vous disent bah, j'ai fait comme d'habitude, ou c'est avec l'expérience, ou là maintenant je sais faire, ou je sens les trucs, etc. Mais voilà, je sens ne dit pas, évidemment, ne permet pas de révéler totalement, finalement, comment on sent, à partir de quoi, etc. Et donc du coup, évidemment, après l'enjeu du point de vue de cette question de la reconnaissance qui est extrêmement importante pour la construction de l'identité de chacun d'entre nous aussi dans le rapport au travail, c'est d'organiser des conditions, notamment sur le plan de l'organisation du travail, des conditions qui permettent de rendre visible, c'est-à-dire de construire un travail collectif, voilà, qui permet de rendre visible justement ce qui est invisible, c'est-à-dire ce qui aurait tendance à être fait naturellement, entre guillemets. C'est pas naturel du tout, c'est pas par habitude du tout. Ça passe notamment justement par la formalisation, la construction d'espaces en fait de discussion. Alors ça peut être des temps qui sont des temps très formels, groupe de parole, réunion d'équipe, etc. Mais ça peut être aussi d'autres temps qui sont des temps plus informels. Vous disiez c'était le week-end, peut-être que toute l'équipe n'a pas su, etc. Mais avec l'idée que néanmoins, penser son travail et penser ce que l'on fait, on est obligé de passer par le médiateur de la parole. Donc essayer de raconter ce que l'on a fait, c'est une première étape pour réussir à essayer de penser, analyser, et repérer et finalement rendre visible aussi toute l'épaisseur, voilà, toute l'épaisseur du travail. Donc, sur le plan institutionnel, notamment dans le travail de soins, voilà, on sait l'importance en fait des réunions d'équipe. Mais le risque, c'est quand progressivement les temps de transmission ne sont plus des transmissions vivantes, c'est-à-dire les gens se croisent plus parce qu'ils sont trop serrés au niveau des emplois du temps, ils se mettent plus que des saisies sur le logiciel ou ils se mettent encore des mots transmission papier, etc. Et donc cette réduction, si vous voulez, progressive de tous les espaces en fait de discussion et de délibération, elle a des enjeux en fait importants sur ces questions de reconnaissance. Merci. D'autres questions? Nicolas reprend la parole, oui. Oui, Isabelle Gernet disait que le travail du soin était par définition discret et par définition invisible. Dans une équipe, il y a une partie du travail qui est particulièrement invisible, c'est le travail de nuit. Et on a parlé de l'importance de la coopération et des temps de transmission et de coopération. Comment est-ce que, concrètement, vous arrivez, de par l'organisation du travail notamment, est-ce que c'est satisfaisant, à maintenir cette attention, cette qualité des soins entre le jour et la nuit, comment ça se passe? Et je crois qu'il y a un soignant de nuit aujourd'hui parmi nous aussi. Voilà. Déjà, on a des temps privilégiés, que ce soit le matin et le soir, pour pouvoir faire les transmissions. Donc, le passage entre le jour et la nuit, inversement. Et en fait, souvent, des situations qui posent question ou qu'on veut aussi avoir l'avis de l'équipe, on en parle en fait tous ensemble. Donc on prend ce temps-là en fait, généralement. On retrouve la question du temps et de l'espace voilà, donné pour que ce travail de coopération puisse se faire et que c'est un lieu où on peut effectivement prendre soin aussi les uns des autres dans ce travail de coopération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une, mais j'attends de voir si... Pour revenir à la question du non-sens de l'agonie, il y avait une question sur le fait que dans notre société,
on pourrait parler d'homme jetable à un certain moment, c'est-à-dire d'une vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue, et ce ressenti qu'on pourrait être presque jeté, comme ça, ce sentiment un peu d'indignité, dont on peut faire l'expérience, et cette idée que ce n'est peut-être pas le job des soignants de donner les réponses existentielles que se posent les familles ou que se posent les patients. Andrea disait très justement, notre job c'est de créer du soin sans expliquer. J'ai trouvé la formulation, elle était beaucoup mieux dite telle que tu l'as dite, mais j'ai trouvé ça très bien. Qu'est-ce qui, du côté de la culture palliative, finalement, devrait dire quelque chose du sens de la vie jusqu'au bout? Comment est-ce que vous dites on fait un shampoing à cette patiente? Qu'est-ce que vous arrivez, vous, à attraper du sens de la vie jusqu'au bout contre ce sentiment d'indignité à un certain moment que peuvent ressentir les personnes dans notre société? Je pense que pour beaucoup, la dignité, en fait, elle va être intrinsèque en fait, à la personne et on la voit tout le temps. On se détache de vraiment cette question du à quoi ça sert, du pourquoi, du sens. En fait, si on reste cloisonné, on n'a pas vraiment de réponse. On va à chacun essayer, auprès des personnes, on aura toujours des prises en charge qui vont être singulières, donc d'apporter des réponses qui vont être spécifiques à chacun, mais d'une personne à l'autre, la réponse qu'on va pouvoir apporter, elle ne va pas faire forcément sens. Donc ce qu'on pense, en tout cas nous, ce qu'on a l'impression, c'est dans chaque cas de devoir et d'essayer d'utiliser de l'inventivité, de la créativité pour créer du sens à ce moment-là, mais par tous les petits gestes en fait du quotidien, et c'est ça qui pour nous va donner du sens en fait. Ça peut être dans toutes nos attitudes, dans nos paroles, dans justement les petites choses qui représentent beaucoup de choses. Par exemple, un shampoing en soi, je prends cet exemple-là, ça peut être un rien, ou voilà, mais ça peut apporter beaucoup. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Sur le sens, parce que les familles nous demandent beaucoup pourquoi ça dure si longtemps, je me suis encore jamais fait envoyer bouler pour ça, mais c'est vrai que ça m'arrive de dire peut-être que c'est le temps dont votre proche a besoin, qu'on ne sait pas ce qui se passe, que voilà, on n'est pas capable de l'expliquer, parce qu'il y a des fois on a l'impression qu'un malade va mourir dans 2 jours et puis une semaine après il est toujours là et personne ne sait pourquoi. Et je crois que les seules explications que j'ai données, ça va être ça, un peu de dire c'est peut-être le temps dont la personne a besoin et qu'il y a une espèce de, qu'il faut que un équilibre se fasse ou que pouvoir laisser faire les choses et que la mort vienne. C'est peut-être pas toujours entendable quand la famille est en souffrance et dit c'est insupportable de voir mourir quelqu'un, mais je crois que c'est aussi vraiment, là je pense qu'on retrouve vraiment le problème de la mort dans la société et qui est caché, qui est pas, on connaît que les morts accidentelles, ou les maladies brusques, un arrêt cardiaque, machin. Parce qu'une fois, je me souviens qu'avec Françoise, on se disait que c'était dès qu'il n'y a plus de communication, les gens ils se disent maintenant que le patient ne communique plus, il devrait mourir dans la journée, quoi, en fait. Et oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Il y a une espèce de, s'il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'échange possible. Enfin, je trouve on est souvent confronté à ça et que c'est pas facile parce que nous, on considère faire un soin corporel, c'est un échange en fait. Et donc on peut parfois accompagner des familles à dire vous pouvez prendre la main, parler, faire un soin de bouche, mais il y a des fois les gens sont incapables de toucher leurs proches, donc on n'a pas d'explication précise et je pense que c'est vrai que nous on fait il y a le mystère qui est là aussi, je pense, et que peut-être qu'on se pose pas, moi je me pose pas trop la question du sens parce que je me dis je fais les soins pour que la personne soit le mieux possible et puis voilà. Mais je me dis bien l'importance, en vous écoutant, on réalise à quel point il faut savoir rester dans l'incertitude. Et Andrea, tout à l'heure, vous avez dit c'est faire sens sans expliquer. On n'est pas dans l'explication. On a toujours des doutes, je pense, et des incertitudes dans tout ce qu'on fait, même si on essaye.
Justement, par l'équipe, de faire appel à la rationalité, à la logique, aux démarches réflexives. Je pense que dans toute décision, il y aura toujours un doute et une incertitude, mais qu'on essaie juste que ça ait le plus de sens possible et que ce soit des décisions ou des actions. Et c'est ça en quoi, pour nous, ça relève de l'éthique. C'est au-delà du côté bioéthique ou autre, c'est vraiment dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on entreprend, d'avoir cette démarche-là, en fait, d'éthique. Donc on retrouve la notion de prendre risque, c'est toujours se risquer, c'est ça, oui. aux côtés de l'autre, oui. Dans l'incertitude. Allez, encore une ou deux questions. Juste une remarque en réaction à ce qu'on vient d'entendre, et ce témoignage. Je suis Isabelle Colombet, je participe à l'enseignement du master en soins palliatifs qui a lieu ici même à Jeanne Garnier. Et on avait un peu une discussion que j'ai envie d'évoquer en vous entendant. Est-ce que la création de sens que vous rapportez par les petits actes de soins, est-ce qu'elle passe pas simplement par l'amour que vous donnez à votre patient en lui rendant une forme de dignité au travers de tous ces gestes? Alors, moi, je n'utiliserai pas le mot amour, mais... enfin, je sais pas. Ouais, non, enfin, je sais pas. On retrouve la question du langage ouais. et de l'imaginaire, chacun derrière les mots. Donc ça, ce serait voilà. Ouais, enfin, moi, je suis soignante, je prends soin, je fais pas de... J'ai envie de mettre quelque chose de ce registre-là, plutôt que d'aller dans la prise de risque. Vous ne trouvez pas que c'est important? Allez, on va conclure. Françoise. Donc Françoise, je suis infirmière coordinatrice à la maison médicale Jeanne Garnier, et pour faire juste le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure entre soins techniques, soins relationnels et ce que mes collègues ont exprimé, c'est qu'au-delà de l'acte, du faire, ce qu'on a du mal à transmettre, c'est aussi la qualité de présence et le type de présence que l'on a auprès du patient. C'est-à-dire que bien sûr qu'un shampoing, ça peut paraître dérisoire, ça peut paraître excessif, mais ça peut être notre façon à nous, symboliquement, de lui dire qu'il est encore vivant et qu'on est là et qu'on fait attention à lui, qu'on a souci de lui, qu'on a souci de sa famille aussi. Et voilà. Après, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je crois qu'on pourrait compléter, puisque les bénévoles font partie intégrante de cette maison, je crois qu'on pourrait compléter avec tout l'accompagnement des bénévoles qui accompagnent non seulement les personnes, les familles, mais aussi l'équipe dans ce travail-là, et qui signifie bien ce que tu viens de dire, effectivement. Alors moi, on va conclure en remerciant nos trois intervenantes. Moi, je pars avec une question que je vous confie pour cet après-midi, puisque plusieurs fois, nous avons parlé d'injonction. Ce matin, le mot a été prononcé quand on a dit il y a des recommandations qui peuvent devenir des injonctions. Et cet après-midi, vous avez aussi prononcé ce mot d'injonction. Donc c'est toute la question de l'injonction à prendre soin, à soulager la souffrance, et donc la liberté aussi du soignant et l'écoute du patient. Je vous laisse avec toute cette question-là. Prolongation cet après-midi des débats avec là d'autres intervenants qui aborderont la dimension politique et spirituelle du travail du CARE. Je crois que nous pouvons encore remercier nos trois intervenantes.